J'apprends. Écoutez, Coué, bonjour, avec Alexis Wawan-Alouat et Robert Blondin. Avec nous, tu es toujours là, Éric Pouliot-Tézé. Bonjour, donc, il y a bonjour. quelques années, en 2017, c'était le 375e anniversaire de Montréal. Ça a amené divers débats parce que il y a beaucoup de gens qui prétendent que Montréal était une ville particulièrement iroquoise, alors que d'autres prétendent que c'était plutôt algonquin. En fait, Montréal, c'était un peu un lieu d'échange, c'est-à-dire que les Mohawks, qui étaient à partir de New York, venaient fréquemment aux alentours de Montréal faire des échanges avec les Algonquins, qui venaient quelques mois par année près de Montréal. Donc, Montréal, c'était vraiment un lieu d'échange, on pourrait dire saisonnier. C'était pas un lieu fréquent, constant, parce que parfois, on avait, disons, une académie 5 à 10 années de bons échanges. Après ça, peut-être un conflit se produisait, puis que pendant quelques années, il ne se passait pas grand-chose. Alors donc, les diplomaties des groupes Mohawks qui venaient à Montréal faire des échanges avec les Algonquins, c'est un peu spéculatif de dire que les ancêtres, tant Algonquins que Mohawks, étaient toujours là. Ça fait très longtemps qu'ils font des échanges là. Alors donc, on parle de camps plutôt semi-sédentaires, à semi-nomades, disons. Donc, les plus anciens artefacts qui ont été retrouvés à Montréal datent d'environ 2000 ans. Les ancêtres, moi, qui étaient depuis encore plus longtemps dans un semi-sédentarisme, comme j'expliquais, en considérant la localisation des Algonquins du côté nord de l'île, des conflits qui en résultaient occasionnellement, ou des neutralités aussi. Donc, l'histoire des missions, quant aux missions, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en 1666, l'intendant Jean Talon avait déclaré que c'était impossible de faire la paix avec les Iroquois, puisque leur idéal, c'était d'étendre la colonie française idéalement jusqu'au Grand Lac pour le commerce des fourrures et tout le développement que le fleuve Saint-Laurent pouvait promettre. Étant donné que les Iroquois faisaient déjà des pactes commerciaux avec les fourrures, et des Hollandais, et les Anglais, c'était devenu un problème. Donc, Jean Talon a déclaré qu'il fallait détruire les Iroquois. Suite à cette problématique-là de 1666, quand le Carignan-Salière, l'armée française est venue, c'était donc pour protéger la colonie française pour le développement du commerce des fourrures vers les Grands Lacs. Et puis, les Iroquois qui ont été survivants de ces attaques-là et de ces conflits-là, il était très, très faible. Donc, au lieu de retourner vers le sud, rejoindre les autres familles plus proches de New York et du lac Ontario, ils étaient malades, donc ils se sont fait soigner par les missionnaires et les chrétiens français. Et puis, ils ont fait les missions un peu tant bien que mal, que malgré eux. Donc, il y a eu la mission jésuite de Kentucky en 1867, autrefois dans la prairie, tout près de Kanawake. 1776, c'est là que vraiment que Kanawake a débuté, après nommer Kanawatan en 1690, près de la rivière Saint-Jacques puis de la rivière Portage à la rivière de la Madeleine, sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay. Fait que il y a eu quelques mouvances parce que si potentiellement que la terre, l'érosion de la terre, lorsqu'ils tentaient de développer l'agriculture dans les missions, c'était des sols qui étaient éventuellement vaseux. C'était un peu expérimental. C'était pas mal marécageux. Ensuite, on a les missions chrétiennes. Il y en a eu d'autres. Il y a eu ceux de Montréal, dont le Fort de la Montagne en 1675, qui était dans le but de convertir tant les Algonquins que les Mohawks et des Hurons. Donc, le Fort de la Montagne, c'est situé au 2065 à la rue Sherbrooke-Ouest, où il y a le Collège de Montréal, entre Peel et puis Guy, Concordia. Et puis, cette mission-là, qui a été gérée par les Sulpiciens, finalement, étant donné qu'ils considéraient que l'alcool était d'une mauvaise influence à Montréal, ils ont déménagé à Huntsic, c'est-à-dire au Sault et au Récollet, dans les années 1850. En 1696, pardon. Et puis,
Encore une fois, Sault reconnaît prétendument que c'était une mauvaise influence encore avec l'alcool. Donc, la mission a été déménagée à Oka, donc le transférée au lac des Deux-Montagnes en 1721. Ça, c'est l'histoire des Sulpiciens parce que toutefois, on a retrouvé beaucoup d'artefacts iroquoises près de Oka, dans le parc d'Oka et tout ça. Qu'est-ce qui était un peu spéculatif, c'est qu'étant donné que les gens échangeaient des poteries depuis des milliers d'années, retrouver une poterie n'indique pas que les Iroquois étaient là, puisque des Algonquins qui avaient fait des échanges avec des Iroquois aussi se promenaient avec des poteries. Donc, retrouver une poterie, c'est pas un indice très clair sur qui était sur les sites où on retrouvait les poteries. Et puis, le problème, c'est qu'à Oka, donc à Kanesatake, la réserve de Deux-Montagnes, le village de Deux-Montagnes, lorsque les Iroquois quittaient les lieux, disons, pour aller chasser un certain temps, il était mentionné dans l'ordre, lors de la création de la Seigneurie des Deux-Montagnes, les étapes de la subvention du roi de 1716 à 1721. Il expose une notion de violation inhérente à propos des terres accordées aux Sulpiciens qui exprimait ça ainsi. Quand les sauvages abandonneront leurs terres, celle-ci reviendra au roi. Alors donc, quand les gens partaient un peu trop longtemps chasser, le roi, c'est-à-dire géré par le secrétariat qui était les Sulpiciens ailleurs, donc c'est pratiquement l'unique terre de la couronne qui était gérée par un ordre religieux au Canada. Alors donc, les Sulpiciens vendaient la terre à des colons français québécois. Donc, c'est la seule terre de la couronne qui est carrelée. Un terrain autochtone, un terrain québécois, un terrain autochtone, d'où le chaos, entre autres, de ce qui s'est produit à la crise d'Oka. Donc, c'est vraiment complexe tout ce qui s'est passé avec Montréal. Comment définir, on parlait du village des Iroquois du Saint-Laurent, sont-ils disparus parce que quand Cartier est venu au départ, il a rencontré les Iroquois du Saint-Laurent. À son retour, ils n'étaient plus là. Donc, d'où le fait de revenir au fait que c'était des camps semi-sédentaires. Donc, ils venaient pour un certain temps, mais c'était jamais des camps permanents. Donc, c'est la théorie qui semble être à faire une entente de plus en plus là, dans le milieu académique. Parce qu'il y a une partie du milieu académique qui refute l'idée que les Mohawks d'aujourd'hui et les Iroquois du Saint-Laurent sont reliés. Tandis que la nouvelle vague, qui fait plus un compromis, en revient à cette idée-là que finalement, c'était probablement une particule, disons, de la Confédération iroquoise diplomatique qui venait occasionnellement aux abords de Montréal. Alors donc, c'était pour démystifier un peu ce questionnement-là que les gens ont souvent sur les Mohawks et Montréal et les Algonquins. Donc, j'espère que ça va pu clarifier et vous amener à développer la curiosité à cet effet. Donc, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.